Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Désolé pour le retard, on était en train de... valider tous les comptes des Voilà. panélistes. Alors normalement, on a déjà une bonne partie des panélistes sont présents. Il nous manque quelques-uns, mais qui ne devraient pas tarder. Donc nous allons commencer le webinaire. Tout d'abord, c'est un réel plaisir de débuter ce webinaire dédié aux élections législatives pour la 9e circonscription, un événement organisé par Nicolas Arnulf, conseiller consulaire à Rabat, et moi-même, Mohamed Ezouak, directeur du portail d'information yabiladi.com. Alors, cette 9e circonscription qui regroupe le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest a beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines. D'abord par l'actualité judiciaire qui a poussé le député sortant Gilles El à se retirer de la course. Mais il y a eu aussi les retraits de Mme Kaout, Rachida Kaout, Ahmed Ederaz et Oumar Ba. Et certains d'entre eux se sont rangés derrière la candidature de Mme Moreno pour la majorité présidentielle. Ensuite, il y a eu aussi un engouement un engouement important suscité pour cette circonscription, puisqu'il y a eu de nombreuses candidatures qui ont été annoncées. Alors, malgré les coalitions et les désistements, nous avons pour la 9e circo 22 candidats qui sont toujours en lice. Je te passe la parole. Merci Mohamed Nicolas. pour cette introduction. Donc pour vous rappeler un certain nombre de choses, en premier lieu, les candidats qui ne sont pas parmi nous n'ont pas souhaité participer au débat. Madame Moreno, qui est investie par Ensemble de la majorité présidentielle, qui a été retenue par un meeting de campagne, et Monsieur Redad, qui représente, qui est une candidature indépendante, mais qui est un soutien de Monsieur Édouard Philippe, ancien Premier ministre, qui est dans la même situation. Je tenais également à rappeler et à vous dire qu'on n'a pas réussi à joindre un certain nombre de personnes. Madame Zéhoun, candidate d'hiver droite, Madame Sordé, candidate du Rassemblement national, Monsieur Ben Dedouche, sans étiquette, et Monsieur Ben Mbarek, qui est indépendant. Pas faute d'avoir cherché leurs coordonnées, sans succès malheureusement, mais d'un autre côté, on a fait une large communication sur cet événement, donc on imagine qu'ils auraient pu quand même nous contacter. Et Mohamed l'a déjà dit, mais il y a 4 candidates et candidats qui ont annoncé par voie de presse le retrait de leur candidature, donc qui ne sont pas conviés comme panélistes. Je rappelle en quelques mots les règles qui vont s'appliquer pour ce débat qui n'en est pas un, où plutôt les candidats vont enchaîner les uns derrière les autres. Première séquence de 3 minutes, 2 à 3 minutes, on va dire 3, allez. Ouais. 3 minutes pour chacun des candidats pour se présenter eux et leurs projets. Avec une deuxième séquence où ils pourront développer dans une thématique de leur choix ce qu'ils souhaitent dire aux compatriotes et aux électeurs, les thématiques étant le social, l'enseignement, la sécurité, le culturel, la francophonie, l'emploi, les relations internationales, l'entrepreneuriat, le business, la fiscalité, l'écologie, les services publics et d'autres. Et enfin, Mohamed et moi allons poser des questions plus précises aux candidats. Il aura 1 à 2 minutes pour répondre. On acceptera d'aller jusqu'à 2 minutes. C'est les fameuses questions surprises que je sais certains candidats sont un petit peu anxieux de savoir lesquelles elles sont. Mais voilà. Donc, on adopte l'ordre de tirage au sort qui a été réalisé au ministère de l'Intérieur une fois les candidatures déposées. Donc, je propose qu'on commence avec Mohamed Oulrir. Qui est premier sur la liste. Qui est sur la liste. Mohamed, bonjour. Oui, bonjour Nicolas, bonjour Mohamed. Alors, c'est Mohamed Oulkouir ou Oulkouir, comme ça, on va régler et purger ce débat une fois pour toutes, s'agissant de la prononciation. Je vais mettre un chrono. Hop. Je m'en charge, c'est bon. Ok, allez, on t'écoute, Mohamed. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, merci à Mohamed et à Yabiladi, et merci surtout à Nicolas d'avoir organisé cet événement et cette possibilité d'échange et de débat démocratique entre les uns et les autres. Je connais Nicolas et je sais son attachement à la défense des droits des Français à l'étranger et à l'organisation de ce type d'événement pour mettre sur la place publique nos idées les uns et les autres. Et je le sais parce que
j'ai, lors de mes 2 mandats de conseiller consulaire, tout comme Nicolas, travaillé énormément sur la défense des intérêts des Français à l'étranger. Et nous avons ensemble mené une action sur les contrats de travail d'étrangers. Les Français à l'étranger savent, et au Maroc plus spécifiquement, pardon, savent combien il est difficile de bénéficier de ce statut et de cette protection. On avait des textes qui étaient très clairs, mais on avait une mise en œuvre par la jurisprudence et les tribunaux marocains d'une situation de véritable précarité pour les Français à l'étranger. On s'y est attelé, on a mené un combat et on a fait prévaloir le droit. Et on l'a fait côté marocain, et la démarche pour moi est aujourd'hui de faire la même chose du côté de la République française, puisque nous avons une République qui, vis-à-vis de ses enfants basés à l'étranger, on va dire, se comporte de manière très particulière. L'État, en tout cas, avec des Français à l'étranger qui se sentent un peu comme les enfants bâtards de la République ou des enfants adultérins ou illégitimes auxquels on refuse et on dénie un certain nombre de leurs droits fondamentaux. Et ma quête aujourd'hui et mon combat, et la raison pour laquelle je me présente, c'est justement rétablir ces droits fondamentaux de nos compatriotes à l'étranger. Ces droits existent, ils sont prévus par un certain nombre de textes, de lois, de cadres, national ou international. Mais malheureusement, la mise en œuvre pratique, elle, est tout à fait absente quand elle n'est pas insuffisante, notamment sur cette question de la scolarité, et le cadre est très clair. L'enseignement laïque gratuit et obligatoire est prévu très clairement. L'accès à la sécurité sociale l'est tout autant, mais il n'existe pas, alors même qu'on nous fait payer, par exemple, la contribution au remboursement de la dette sociale. Donc on contribue à payer une dette d'une sécurité sociale dont on n'est pas membre. Sur l'éducation, c'est la même chose. Sur les accès aux services consulaires, ce sont les mêmes thématiques. Donc ma candidature réellement, c'est celle d'un avocat, d'un conseiller local des Français de l'étranger élu à 2 reprises au Maroc, de quelqu'un qui ne fait pas de politique, n'est rattaché à aucun parti, n'a aucune approche partisane. Il a comme seul, et j'ai comme seule boussole cette question de la défense des intérêts de mes compatriotes français à l'étranger. Et je pense que nous pouvons, à travers un certain nombre d'actions, j'ai cité le rattachement au ministère des Affaires étrangères qui, à mon sens, doit prendre fin. J'ai cette question de la présence du défenseur des droits qui est essentielle, à mon avis, et qui doit pouvoir être plus proche de nos concitoyens. J'ai cette question de l'enseignement, naturellement, que j'ai évoquée, cette question du soutien aux entreprises françaises à l'étranger qui créent de l'emploi et qui, à cause d'un certain nombre de définitions très restrictives de l'État français, ne bénéficient d'aucun soutien, d'aucun support, alors même qu'elles créent de l'emploi et créent de la richesse en France. Donc, la situation pour les Français à l'étranger, malheureusement, elle est tout à fait dégradée. On est déjà à 3 minutes, Mohamed, désolé. Je termine. Les partis politiques qui nous ont représentés n'ont malheureusement pas traité nos thématiques et il est peu probable qu'ils puissent le faire à l'avenir. C'est pour ça qu'il me semble que des Français basés à l'étranger, luttant pour eux-mêmes et pour leurs droits, c'est la meilleure voie et la meilleure solution pour nous. J'en ai terminé et j'essaie de ne pas abuser avec le chronomètre. Merci. Merci Mohamed. On enchaîne sur la seconde séquence, sur la thématique choisie. Exactement. Tu as choisi quelle thématique ? Alors, la thématique que je vais aborder, à mon avis, vous avez abordé différentes thématiques, mais la difficulté, et c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est que les Français à l'étranger, on est dans une situation d'exception. On a une exception éducative parce que malheureusement, on ne bénéficie pas de nos droits fondamentaux en la matière. On sait par exemple que l'État français, chaque année, consacre 12 milliards d'euros à l'enseignement confessionnel et on est incapable de trouver les 0,5% de cette somme qui serait nécessaire pour éduquer nos enfants français à l'étranger. Donc ça, ce sont des choix inacceptables, tout à fait contestables et dont on peut arriver à triompher par cette voie du droit. On a une exception sociale aussi, je l'évoquais, puisque paradoxalement, alors qu'il y a un droit à la protection sociale qui est indiqué et prévu dans ce programme du Conseil national de la résistance qui date de 1943, le 27 mai 1943 précisément, donc 79 ans aujourd'hui. Ce programme-là nous a donné des droits politiques, économiques et sociaux. Nous avons depuis 2012, peut-être un peu avant pour les sénateurs des Français de l'étranger, des droits politiques, les droits économiques et les droits sociaux. Ces Français à l'étranger, ces enfants adultérins de la République, nous ne les avons toujours pas et nous devons pouvoir les obtenir à travers les actions que nous pouvons mener. Donc c'est cette question d'exception sociale. On a une exception sanitaire, vous le savez tous. Vous savez comment cela s'est passé dans le cadre de la vaccination. On nous a incité à nous faire vacciner avec des vaccins que finalement on a refusé d'homologuer s'agissant du pass vaccinal et on nous a expliqué qu'on n'avait pas assez d'informations. Donc l'État avait assez d'informations pour nous inciter à injecter ce vaccin dans nos corps. Il n'en avait pas pour nous permettre d'obtenir ce pass. De la même manière, vous vous souvenez des motifs impérieux et de la décision de l'État de nous empêcher de retourner à la mère patrie. On a dû agir aussi de la même manière et par la voie du droit,
ces motifs impérieux ont été annulés à travers l'organisation et la mobilisation d'un certain nombre d'associations. Donc, mon approche aujourd'hui, c'est de dire sortez de la politique, sortez des approches principales, réalisez que vous n'êtes pas considérés, vous n'êtes pas traités comme des citoyens à part entière, comme des Français à part entière, et qu'il s'agit aujourd'hui d'agir dans un cadre non partisan pour mettre en place ces droits, comme ça a été fait. Tout à l'heure, je l'ai évoqué avec les contrats de travail d'étrangers, où il y a eu une mobilisation non partisane sur cette question-là. On a d'autres thématiques, l'éducation, la santé, l'accès aux services administratifs, les questions de fiscalité sur lesquelles une mobilisation non partisane des Français à l'étranger à travers des gens qui les connaissent, qui sont basés dans leur circonscription, qui travaillent dans cette circonscription, qui l'écument sans désemparer depuis plus d'une décennie, sont à même de traiter ces questions-là et d'apporter les réponses. Et les réponses ne viendront pas de quelqu'un, par exemple, qui a pu être ministre et qui, en tant que ministre, n'a rien fait, ne fera sans doute pas grand-chose pour les Français à l'étranger en tant que députés. On a atteint le délai. Je sais que l'exercice est difficile. C'était le premier, donc je comprends que ce soit un peu compliqué de calibrer. On va passer à la question. On va passer à la question que je vais moi-même te poser, qui est une question qui a été également posée dans le chat. Vous vous présentez sous l'étiquette ASFE, le mouvement Alliance solidaire des Français de l'étranger, qui a été créé par le sénateur Bansard, qui est un millionnaire français qui est peu connu du grand public. Néanmoins, les milieux informés, comme on dit, savent que ce mouvement est plutôt classé à droite. La question qui se pose, c'est d'abord à quel groupe parlementaire serez-vous rattaché si vous êtes élu? Et la deuxième chose, vous, en tant que député, quelles seront vos positions sur la fiscalité des Français de l'étranger? 1 minute. Oui, c'est plusieurs questions. Ouais. Ouais, mais alors le groupe politique, c'est facile à évacuer. Oui, mais c'est 3 questions quand même. Elles sont effectivement toutes très simples. La réponse est simple. Mais il y a 3 questions. Je vais répondre à ces 3 questions. La première, l'Alliance solidaire des Français de l'étranger, c'est une association, elle est apolitique, non partisane. Et au sein de notre association, vous avez des gens de gauche, de droite, de différentes obédiences et appartenances. Et on ne regarde pas cela parce que le combat que nous menons, c'est celui pour les droits des Français à l'étranger, exclusivement les Français à l'étranger. On ne se focalise que là-dessus. Donc, la question de savoir est-ce qu'il y a des gens de droite à la SFE? Oui. Est-ce qu'il y a des gens de gauche à la SFE? Oui. Est-ce qu'il y a des centristes à la SFE? Également. Et ça n'est pas du tout notre sujet puisqu'on ne regarde pas l'appartenance politique des uns et des autres, mais seulement leur volonté d'agir de manière commune pour lutter pour la préservation et la défense des droits des Français à l'étranger. Donc ça, c'est sur cette thématique-là relative à la SFE. La deuxième question que vous évoquez, c'est celle du rattachement à un groupe parlementaire si les Français de la circonscription décident de me faire confiance. La question, elle est relativement simple, puisque comme je l'ai expliqué, mon approche, elle n'est absolument pas politique, parce qu'on considère que nous, on doit d'abord acquérir ces droits fondamentaux. Et ces droits fondamentaux, nous ne les avons pas. Donc, pour acquérir ces droits fondamentaux, j'ai expliqué dans mon programme que j'avais un certain nombre de leviers à travers le défenseur des droits, à travers la sortie du rattachement au ministère des Affaires étrangères. Et donc, mon rattachement, il est assez simple. Soit j'arriverai à trouver au sein de ces partis qui se disent vouloir défendre les intérêts des Français de l'étranger, on va nous l'expliquer par la suite, des gens qui s'alignent sur ces propositions-là, sur la gratuité, sur cette question de la sécurité sociale, sur ces différentes thématiques que j'évoque. Et si d'autres députés d'un de ces partis vont sur cette logique-là, eh bien, naturellement, je me rattacherai à eux. Si aucun de ces députés n'entend défendre et aucun de ces groupes politiques n'entend défendre mes principes, eh bien, écoutez, j'agirai en non-inscrit, j'irai avec mes compétences et mes qualités au cœur de notre système politique à Paris et arracher pour les Français à l'étranger l'ensemble des droits qui sont les nôtres. Enfin, s'agissant de cette question de la fiscalité des Français à l'étranger, j'imagine que vous faites référence au programme de la NUP où ils envisagent de fiscaliser tous les Français à l'étranger sans leur donner aucun droit en corollaire. C'est quelque chose qu'on connaît déjà, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, nous contribuons à la CRDS et à la CSG, alors que nous ne bénéficions pas de la sécurité sociale. Donc, ce que je demande tout simplement aujourd'hui, c'est pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces droits. Et les questions de fiscalité, contrairement à une idée reçue, les Français à l'étranger payent de la fiscalité. Nous payons déjà chaque année plus d'1,1 milliard d'euros d'impôts au titre des Français non résidents. Quand on met ça en perspective avec le coût de la scolarité, on a déjà largement, je pense, fait notre travail. Donc, cette question de la fiscalité, à mon sens, elle est une fausse question. Vouloir fiscaliser tout le monde comme ça n'a pas de sens, parce que ça part du présupposé, 1, qu'on est des évadés fiscaux, et 2, qu'on ne paye pas d'impôts. Ces 2 allégations, ces 2 affirmations qui sont celles de la NUP sont totalement fausses et erronées. Donc, j'essaie de répondre plus vite, mais il y avait 3 questions. Hein. Non, merci Mohamed Oulkouir pour ces réponses. Alors,
un commentaire, d'ailleurs, pour tous les panélistes, pour tous les candidats. N'hésitez pas quand ce n'est pas forcément évident de nous annoncer, de nous présenter le groupe parlementaire pour lequel éventuellement, auquel vous seriez rattaché. Ça permettra un petit peu d'identifier le positionnement si vous êtes élu. Alors, normalement, le deuxième sur la liste, c'est Karim Bencher de la NUPES. Je crois qu'il n'est pas connecté. Alors, on attend de voir. Ouais, pour l'instant, il n'est pas connecté. On fait quoi? On passe au candidat suivant? Donc, j'enchaîne avec le candidat suivant. Ouais, je t'appelais juste pour te prévenir parce que je suis en live. Alors, on va passer, malheureusement, Karim Bencher n'est pas connecté, donc il doit nous rejoindre sous peu. On va passer au candidat ou à la candidate suivante. Donc, c'est Thiba Bruni, Écologie au centre. Bonjour Thiba Bruni. Alors, c'est Thiaba, bonjour. Pardon, excusez-moi. Bonsoir, Thiaba Bruni. Thiaba Bruni, merci de me corriger. Alors, concrètement, quels sont… alors, pardon. Je vous laisse d'abord vous présenter et ensuite la question sera en troisième partie. Merci. Tout à fait. Alors, je suis franco-sénégalaise, enseignante et conseillère municipale dans le Val-de-Marne, dans la banlieue parisienne. Je suis très engagée en politique depuis une quinzaine d'années et je suis par ailleurs très investie dans le milieu associatif. Je suis à la tête de 2 associations, l'une qui œuvre pour les jeunes des quartiers et qui fait de l'aide aux devoirs ou de la remise à niveau pour les décrocheurs scolaires, et une seconde association qui a pour mission d'inciter les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs à remplir leurs devoirs civiques, puisque malheureusement nous constatons d'élection en élection le désamour des Français pour la chose politique. Alors je suis également la porte-parole et la vice-présidente d'une association d'envergure nationale qui lutte contre le racisme, l'islamophobie, les discriminations et qui promeut l'égalité des chances. Dans le cadre de cette association, j'interviens d'ailleurs dans de nombreuses entreprises pour rétablir dans leurs droits des salariés qui sont victimes de discrimination dans leur avancement professionnel. Et l'affaire la plus importante que j'ai été amenée à traiter concerne des salariés d'origine marocaine, algérienne et malienne qui travaillaient à la SNCF et qui étaient victimes de ce que l'on appelle dans notre jargon le plancher collant. C'est qu'en dépit de leur ancienneté et de leurs compétences, ils ne parvenaient pas à obtenir une promotion dans leur carrière. Donc, j'ai également lancé 2 pétitions, l'une en faveur de la naturalisation du héros malien, de l'hypercachère de la porte de Vincennes, Lassana Bathily, qui, par son action, avait permis de sauver une dizaine de personnes. Donc, cette pétition a été lancée en janvier 2015. Elle a obtenu 460 000 signataires en quelques jours, ce qui a conduit le président Hollande à accorder la nationalité française à Lassana Bathily. J'ai lancé une deuxième pétition en juin 2015 en faveur de Didi, le héros algérien du Bataclan. Ça faisait une dizaine d'années qu'il cherchait à obtenir sa naturalisation, mais en vain. Donc cette pétition qui a obtenu 105 000 signataires lui a permis d'honorer sa bravoure et il a obtenu donc la nationalité française, excusez-moi, et la médaille d'or de la sécurité intérieure. Voilà. Donc en fait, je suis surtout intéressée par tout ce qui est lutte contre les discriminations, égalité des chances, dans le but d'une meilleure cohésion et concorde nationale. Voilà, dans ma présentation, voilà. Très bien, merci beaucoup pour la concision, Thiaba Bruni. Donc, quelle est la thématique que vous avez choisie? La thématique que j'ai choisie, donc, c'est la cohésion et la concorde nationale en luttant contre les discriminations, parce que ces derniers temps, en France, nous avons un problème de racisme, des propos racistes décomplexés. Je pense qu'il faut agir fermement contre ce racisme décomplexé. Et cela ne pourra être atteint que si on cesse de stigmatiser et de montrer du doigt en permanence certaines catégories de population. Je pense que chaque citoyen est en droit de vivre pleinement son identité culturelle et a le droit au respect de sa confession. Et donc, il ne faut pas prendre pour prétexte
la laïcité pour propager le racisme et l'islamophobie. Alors quand moi j'entends une ministre à la lutte contre les discriminations, à savoir Madame Moreno, affirmer que le voile est un signe de soumission au patriarcat, j'en reste pantoise. Je me demande si elle est vraiment dans son rôle en tenant ce genre de propos. Est-ce qu'elle lutte vraiment contre les discriminations ou est-ce qu'elle stigmatise une partie de la population? La question reste ouverte. D'ailleurs, moi, je reste dubitative sur le bilan de Madame Moreno en matière de lutte contre les discriminations parce que je ne l'ai jamais entendu, pas une fois, condamner des propos islamophobes ou racistes qui sont tenus de plus en plus fréquemment. Alors, j'aimerais également, si je suis élue, œuvrer pour rendre leur dignité aux anciens combattants et à leurs familles qui ont donné leur vie pour la France et dont les sacrifices n'ont toujours pas été reconnus à leur hauteur. Lors du sommet Afrique-France, j'ai interpellé le président Macron sur cette question. Il a pris des engagements en public et 8 mois après avoir pris ces engagements, il les a toujours pas tenus, puisque moi j'ai des dossiers de familles africaines, maghrébines, qui demandent à ce que on reconnaisse le sacrifice des membres de leur famille et jusqu'à présent ça n'est pas fait. D'autre part, j'aimerais également œuvrer afin que l'Union africaine obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, parce que je trouve inacceptable qu'un continent sur lequel vit 18% de la population mondiale, soit 1,4 milliard d'individus, est purement et simplement ignoré d'une organisation internationale telle que l'ONU. Merci Thiaba Bruni. Alors la question qui a été posée, alors pour le coup c'est une question qui a été posée par un internaute, concrètement, qui est un peu technique, mais concrètement, quelles sont les mesures que vous entendez porter pour que le droit au compte bancaire soit non seulement respecté, mais surtout pour que les Français de l'étranger bénéficient des services bancaires et l'accès au crédit? Alors, moi je voudrais faire une petite précision tout d'abord, c'est que lorsqu'on est député, on est député de la République, député des Français, et on n'est pas député d'une circonscription. Donc après, on peut mener des actions sur une circonscription, mais ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire qu'on n'est pas élu pour œuvrer uniquement sur la 9e circonscription des Français de l'étranger. Donc l'action du député s'inscrit au niveau national. Alors, est-ce que vous pourriez répéter la question? Parce que c'est vrai qu'elle est très technique par rapport au compte bancaire et aux droits. Alors, oui, très rapidement, quelles sont les mesures que vous entendez porter pour que le droit au compte bancaire soit respecté, mais surtout pour que les Français de l'étranger bénéficient des services bancaires, y compris l'accès au crédit? Alors, moi, je suis très étonnée par cette question parce que bon, j'ai de la famille également qui vit à l'étranger et c'est une question qui ne m'a jamais été posée. J'ai l'impression que les personnes de ma famille, en tous les cas, ont le droit, ont accès au crédit et au compte bancaire parce qu'il y a pas mal de banques françaises en plus qui sont représentées dans les pays africains. Donc, ça pose aucun problème. À ma connaissance, je veux dire qu'on bénéficie des mêmes droits qu'on soit dans l'Hexagone ou en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest. Très bien. Merci beaucoup, Madame Thiaba Bruni. On passe au candidat suivant. Donc, merci beaucoup. Le candidat suivant, effectivement, Karim Bencher qui nous a rejoint, qui doit être là. Bonjour Karim. Tu peux réactiver le son. Voilà, Karim, bienvenue parmi nous. Merci de ta présence. On sait que tu as un événement à Marrakech ce soir. On t'écoute. Tu connais les séquences? 3 minutes pour te présenter. Je vais les découvrir au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Oui, effectivement, là, je suis à Marrakech. Il y a une réunion publique, en fait, dans la salle d'à côté qui commence. Mais bon, il n'y a pas de souci. Bonsoir. Donc, moi, je suis Karim Bencher. Je suis né en Tunisie. J'ai grandi en Tunisie, issu d'un couple mixte. J'ai fait mes études à l'école française à l'étranger, ensuite en France. Je suis diplomate depuis 2006, donc cela fait 16 ans. J'ai occupé divers postes. J'ai été en charge de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, puis ensuite de la sécurité au Sahel. Ensuite, j'ai été en poste au Maroc pendant 4 ans.
à Washington où je m'occupais de Sahel, etc. Donc voilà. Et ensuite à nouveau en France où j'étais en charge de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Et enfin, mon dernier poste était consul général de France au Liban sur les 4 dernières années. Et là, je me suis mis en disponibilité pour me présenter aux législatives. C'est quelque chose qui m'est apparu tout à fait naturel, moi-même étant un Français de l'étranger, moi-même ayant pas seulement vécu à l'étranger, mais ayant aussi beaucoup travaillé sur les problématiques des Français de l'étranger en tant que consul général, étant ancré à gauche depuis longtemps, il m'a semblé un moment tout à fait naturel de passer le pas et de décider d'aller défendre les droits des Français de l'étranger autrement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, Alors, la thématique choisie, quelle est la thématique choisie pour préciser un sujet de votre programme ou une mesure de votre programme? bah, c'est pas seulement une mesure, c'est une ambition en fait. C'est une mesure. Et effectivement, une ambition, pour moi, c'est de rebâtir le service public des Français de l'étranger, réellement. Quand on regarde l'état dans lequel est ce service public, dans ses différentes composantes, hein, que ce soit la composante consulaire que tout le monde connaît, en fait, qui est le service public de proximité, que ce soit la composante sociale que l'on connaît tous à travers la CFE, que ce soit la composante éducation. Tout ça, moi, j'appelle ça du service public, et de rebâtir quelque chose de cohérent pour les Français de l'étranger. Il suffit de faire un constat. Moi, je l'ai fait ces 4 dernières années. On l'a fait tous, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il se trouve que je suis en campagne depuis 6 mois. J'ai parcouru 22 villes de la circonscription où je suis allé à la rencontre des Français, à la rencontre des militants, à la rencontre des associations locales pour essayer de construire un sujet, pour essayer de construire un programme, je veux dire. Et donc là, effectivement, la question des services publics que l'on rend aux Français est fondamentale. Quand on regarde, donc, pour revenir le constat, si vous regardez typiquement le nombre de consulats et de sections consulaires que nous avons dans le monde, il y en a 206. Donc on viendra vous dire que c'est le plus grand réseau, le deuxième plus grand réseau consulaire au monde. Mais après, il faut regarder ce qu'il représente en moyens humains. En moyens humains, c'est... je ne sais pas, on vous dit toujours qu'un réseau consulaire, c'est la plus grande mairie de France, typiquement parce qu'il fait 200 000 cartes d'identité, 200 000 passeports, 100 000 actes d'état civil, etc. Sauf qu'un réseau consulaire, dans son ensemble, c'est 1800 personnes, alors que la mairie de Toulouse, c'est 18 000 personnes. C'est juste pour vous dire le nombre de personnes qui sont mises à la disposition des Français de l'étranger pour les 3 millions de Français de l'étranger. Donc, quand on voit cet état de délitement, c'est un service qui a perdu 50% de ses moyens humains sur les 30 dernières années. Il y a véritablement un état de délitement, un service qui ne tient plus que grâce au personnel qui y travaille, hein, véritablement. Ensuite, les budgets qui sont consacrés aux Français de l'étranger sont juste indignes. L'aide sociale, par exemple, des Français, l'aide sociale des Français de l'étranger, l'ensemble du budget de l'aide sociale, c'est 15 millions. Pour 3 millions de Français de l'étranger. Ça fait 5 € à peu près par Français de l'étranger. Très bien. Pour vous dire, par an et par Français de l'étranger. Donc, tout cela. Karim. Et donc, là, il y a une vraie ambition de rebâtir Karim, cela. Merci. Le temps est écoulé. Désolé, le temps est écoulé. On va passer à la question. Je sais que c'est très court. La question posée par Nicolas. Oui, Karim, votre programme met l'accent sur une plus grande solidarité nationale, on l'a compris, et une ambition, comme évoqué il y a quelques instants, sur les moyens consulaires. Ma question, c'est savoir comment vous vous positionnez par rapport à certaines prises de position de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur le respect des règles européennes, la fiscalité des non-résidents, pour laquelle il prévoit une double imposition. Point d'interrogation. La fiscalité des non-résidents. Ouais, et les règles européennes. Non, enfin, c'est complètement faux. Hein. La fiscalité des non-résidents, il ne prévoit pas une double imposition. Il suffit simplement de regarder. Vous savez, depuis le programme en fait, qui a été porté par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, et là, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. Il s'est passé que toute la gauche s'est réunie autour d'un programme qui est celui de la NUPES. C'est la première fois de l'histoire de France que l'ensemble des partis de gauche se sont réunis autour d'un programme qui existe en 620 mesures. Donc, vous regarderez de plus près
Et vous verrez que la question de la double imposition ne fait pas partie du programme partagé et commun à la NUPES. C'est tout. Hein. Je vous le dis, vous regarderez. C'est assez bien fait. Hein. Sur le site Internet, vous verrez, c'est assez bien fait. Il y a tous les points. Et ensuite, il y a les points qui restent à trancher à l'Assemblée nationale ou les points qui restent à trancher au sein de l'intergroupe, si vous voulez, technique de la NUPES. Merci, Karim. La question sur laquelle aujourd'hui on s'entend en matière d'imposition à l'étranger, c'est qui est forte, celle-là par contre, c'est une mesure forte, c'est effectivement pour les grandes multinationales qu'elles puissent être taxées, y compris quand elles sont à l'étranger, dès lors qu'elles font du profit en France. Ok. Merci Karim Bencher. Merci et bon meeting. Merci d'avoir été avec nous, de nous Merci. avoir donné un peu de temps. Merci beaucoup. On passe à la... Désolé, je peux répondre à la question des comptes bancaires, mais bon, c'est pas très grave. Merci. Donc, candidate suivant, c'est Fatou Sagnasso, Alliance centriste. Bonjour Fatou Sagnasso. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous avez 3 minutes pour vous présenter. Ensuite, on passera à la question au thème. Merci. Alors, bonjour, merci infiniment de cette invitation. Je suis ravie de pouvoir avoir cet échange républicain. Et c'est ça aussi la politique. J'entends beaucoup de gens dire souvent, moi, je ne fais pas de la politique. Moi, j'ai une passion pour la politique et je pense qu'il faut beaucoup plus de gens de qualité qui viennent à la politique parce que la politique, c'est la gestion, on l'a entendu depuis tout à l'heure, de l'école, de la santé et de toutes les questions économiques, écologiques, sociales, sociétales. Donc, c'est fondamental d'avoir une classe politique de qualité. Donc, je vous remercie pour cet échange. Donc, je m'appelle Fatou Sagnasso. Moi, je suis née à Paris. J'ai grandi en France où j'ai fait mes études de droit. Donc, j'y ai travaillé en cabinet d'avocat, puis en direction juridique de grands groupes français que je ne citerai pas. Donc, je dis que je suis passionnée de politique. Effectivement, j'en fais depuis 22 ans. Et c'est également le cas de mon colistier Emmanuel Bouillin qui fait de la politique depuis 22 ans également. Nous avons en commun un passage au Parti socialiste français. J'ai moi-même été élue conseillère municipale dans une ville des Yvelines, PS, qui était PS depuis la Libération d'ailleurs. Et ça a été une expérience fabuleuse, extrêmement instructive pour moi en termes de gestion d'un territoire et en termes de proximité surtout avec nos concitoyens. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, je suis une femme de gauche et j'ai quitté la France en 2016. J'ai rejoint La République En Marche dès mon arrivée et mon installation avec toute ma famille au Sénégal en 2016. Nous avons fait campagne et nous avons fait élire le président Macron. Et j'étais référente à La République En Marche en 2017, au moment de ces élections et au moment des élections du renouvellement du mandat d'Emmanuel Macron. J'étais également la responsable pays Sénégal de La République En Marche Sénégal. J'ai créé le comité de soutien à la réélection du président et j'ai été dans l'équipe très restreinte qui a porté la campagne au niveau de toute la circonscription pour la majorité présidentielle pour ces dernières élections présidentielles. Donc, on est ravis d'avoir pu faire réélire le président. Alors, effectivement, les enjeux sont colossaux pour les Français de l'étranger. On l'a vu tout à l'heure en termes d'administration, en termes de proximité, en termes d'accueil au niveau de nos sites, que ce soit au consulat ou à l'ambassade. Il y a énormément à faire et ça, je ne cesse de le dire et de le revendiquer. Ce sera une priorité pour moi. Et je souhaite également rajouter que, donc, du coup, moi, j'ai été République En Marche et j'ai été investie par un des mouvements de la majorité présidentielle qui est l'Alliance centriste, qui correspond beaucoup plus à mon parcours dans cette grande majorité présidentielle, puisque c'est un parti de l'aile gauche de la majorité présidentielle. Et ce que j'aime beaucoup dans cette majorité présidentielle, c'est qu'effectivement, les débats ne manquent pas parce qu'il y a, vous voyez sur le spectre politique, un espace assez large couvert par ce centre majorité présidentielle. Et je crois que la politique, c'est ça, c'est les débats, c'est les discussions en interne et c'est après être capable de trancher ensemble. Merci Fatou Sagnasso. Alors, quelle est la thématique que vous avez choisie? Alors, j'ai choisi une thématique relations internationales parce que dans cette circonscription où nous sommes, il y a de nombreuses problématiques en termes de
ressenti par rapport à la France, ancienne colonie. On l'a vu sur les visas, on l'a vu sur différentes questions qui sont soulevées ici et là, et surtout dans la zone Afrique de l'Ouest sur les problématiques d'ordre sécuritaire. Donc moi, ça fait, je vous l'ai dit, 5 ans que je suis pleinement engagée dans cette circonscription. J'ai eu à cœur de beaucoup travailler avec les locaux. Je crois que les Français de l'étranger qui vivent dans cette circonscription, que ce soit des familles, des entrepreneurs, quel que soit votre profil, vous aspirez à pouvoir vivre paisiblement, entreprendre dans un état, dans un espace où effectivement vous êtes en capacité de le faire de la façon la plus sécurisée possible. Donc j'ai entrepris d'échanger avec un certain nombre de locaux, de personnes appartenant à la société civile sur ce continent. L'objectif est de faire reculer ce sentiment anti-français. C'est une urgence prioritaire. Il est fondamental qu'on voit aujourd'hui la France d'aujourd'hui sous ce président qui parle aujourd'hui d'un New Deal avec le continent africain et qu'on voit comment la France, l'école française a toute sa place sur ce continent, comment les entrepreneurs français peuvent et doivent nouer de nombreux partenariats avec les entrepreneurs locaux. Il y a une jeunesse fabuleuse dans tous nos territoires, dans nos 16 pays, extrêmement formée, compétente, qui ne demande qu'à travailler et à développer le territoire. Et enfin, j'ai rencontré de nombreux élus ici qui sont tout à fait prêts à s'inscrire dans ce New Deal voulu par le président Macron, à savoir comment, entre villes de France et de ces territoires, on développe des jumelages, des partenariats économiques. C'est comme ça qu'on crée du lien et c'est comme ça qu'on apprend à travailler ensemble. Je crois que face aux défis de la mondialisation que nous avons tous en face de nous, il est fondamental qu'aujourd'hui la France renoue un partenariat de qualité avec ses pays amis et c'est une relation historique sur laquelle nous ne pouvons que construire du positif. Et les Français de l'étranger de cette circonscription sont les premiers ambassadeurs et au front face à ces questions-là. Je pense qu'il faut absolument les renforcer. Merci Fatou Sagnasso. Alors la question, vous l'avez d'ailleurs évoquée, vous avez été référente La République En Marche depuis 2017. Alors selon un récent communiqué de la référente La République En Marche de la 9e circonscription, vous venez d'être exclu du parti présidentiel, selon ces termes. Après l'abandon de Mjid El Guerrab, Rachid Kaout, Oumar Ba et Ahmed Ederaz, au nom d'une union autour de la candidate investie Elisabeth Moreno, pourquoi maintenez-vous votre candidature? Est-ce que ça ne fait pas désordre au sein de la majorité présidentielle? Vous avez non, je pense que oui, c'est dans l'ADN de la majorité présidentielle. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des débats. Ce qu'a voulu le président Macron depuis le début, c'est une majorité présidentielle large et pléthorique. Je crois qu'il faut se tenir à ça. La politique, c'est tout sauf la guerre, c'est un débat d'idées. Moi, je suis dans une formation politique, aujourd'hui, l'Alliance centriste qui me correspond et qui va défendre des valeurs de gauche, et ça me correspond complètement par rapport à mon parcours. Donc, j'ai été investie bien avant qu'Elisabeth Moreno ne soit investie. Elle a été investie tardivement, mais l'Alliance centriste m'a fait confiance très tôt. Et j'en suis ravie, honorée, et je pense faire une campagne sur les valeurs avec une belle équipe. Ce n'est pas une aventure individuelle. L'ensemble des marcheurs du Sénégal, ou en tout cas la quasi-totalité, m'a suivi. Et on travaille, on continue, on est dans la continuité, on est proche des familles. Moi, j'ai été parent délégué pendant 5 ans. On est sur les questions d'école, de sécurité, de santé et d'entrepreneuriat, et on crée du lien. Donc, je crois qu'il y a de la place pour le débat. Il ne faut pas en avoir peur. Le désordre en politique, il ne dépend que de nous. Je crois qu'aujourd'hui, on démontre que même quand on n'est pas dans la même famille politique, on peut très bien parler ensemble. Les électeurs choisiront la personne qui saura même de mieux porter leurs revendications. Nous avons travaillé 5 ans auprès des Français. Je crois qu'il faut que cette circonscription reste dans la majorité présidentielle et nous aurons les relais pour continuer d'amorcer les changements, les modifications. Et les modifications, les améliorations sont nombreuses. Nous serons là pour le faire dans le cadre de cette majorité présidentielle, mais avec vraiment cette appétence pour le social, l'écologie, et cette gauche qui me tient tant à cœur à moi et à Emmanuel, mon colistier. Je crois que vraiment, c'est tout à l'honneur de la politique que nous ayons des candidats qui soient d'avis peut-être différents sur tel ou tel sujet. Ok, voilà. Merci infiniment. Nous allons passer à la candidate suivante dans l'ordre de tirage du ministère de l'Intérieur.
Madame Nathalie Amiot du parti Reconquête. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. On vous laisse la parole. Vous avez 3 minutes. Entendu. Écoutez, donc je représente Reconquête. Je conçois qu'ici, il y a une sorte de… Je suis sans doute la seule candidate qui défendra ici mes idées, qui est celle d'une France nationale. Première chose, je suis française de l'étranger depuis 20 ans, dont 17 en Afrique. Et je connais donc la problématique des expats. J'ai vécu en Afrique dans l'opulence et dans une certaine précarité. Donc, je sais ce qui se passe quand on a des soucis en Afrique. Pas grand-chose à dire vrai. En ce qui concerne la France, on reçoit très peu d'aide. Bien sûr, mes liens avec mon pays sont forts puisque je l'aime, tout à fait logiquement, mais j'avoue que je ne suivais pas l'actualité régulièrement. Il y a eu des moments très forts qui m'ont fait réagir tout au long de mon expatriation. Le premier, ça a été Charlie Hebdo. Je me suis sentie profondément heurtée, révoltée, et je me suis sentie française à nouveau à ce moment-là. Le Bataclan, Nice, bien sûr, mais au-delà des problèmes des attentats terroristes, les Gilets jaunes m'ont fait réagir aussi, parce que moi, j'ai voté Macron, figurez-vous, il y a 5 ans. Et je me suis sentie totalement trahie par ce centre-gauche qui, tout d'un coup, trahissait ses électeurs. La dernière affaire qui m'a bouleversée, bien sûr, c'était l'assassinat de Samuel Paty. Et tout à fait honnêtement, je m'apprêtais à voter Front National pour manifester, Rassemblement National, pardon, pour manifester que ça suffisait et qu'il fallait que la France redevienne la France. Donc, c'est dans ce contexte que ma pensée, notamment sur l'immigration, a évolué. En ce qui concerne mon engagement pour Reconquête, je n'avais jamais écouté Éric Zemmour, je ne regarde pas CNews. J'ai commencé à le suivre par curiosité en prévision des présidentielles. Je pensais ce que racontent les médias traditionnels sur lui, les mainstream médias, comme on dit qu'il était raciste, fasciste, etc. J'ai suivi la croisée des chemins. Moi, j'ai rencontré un homme dont j'admire l'intellect profondément, et qui exprimait avec beaucoup de clarté ce que moi-même je ressentais depuis longtemps. Je me suis engagée pour Reconquête, j'ai fait la campagne présidentielle en Afrique, on m'a remarqué pour sans doute certaines qualités et on m'a demandé de représenter Reconquête dans la Circo 9, ce dont je suis très honorée. En dehors de ces questions nationales, moi je crois que le grand remplacement n'est pas une théorie d'extrême droite, je l'observe, je pense qu'il y a un risque réel d'islamisation de la France et je me battrai en tant que Française contre ce que je considère comme un grand remplacement et un grand déclassement de notre pays. Cela ne me rend pas populaire, mais je continuerai quoi qu'il arrive, l'histoire ne fait que commencer. En ce qui concerne… Alors, on va passer à la thématique. Donc, vous avez écoulé 3 minutes. Quelle thématique avez-vous choisi? Ça va vite, oui. Alors, en ce qui concerne ma thématique, tous les candidats ont évoqué les problématiques qui nous intéressent. C'est l'école, c'est la santé, c'est l'accueil des consulats. Nous sommes tous d'accord sur le diagnostic. Probablement aussi sur les solutions. Le problème, c'est que les Français de l'étranger sont sollicités à chaque élection, mais qu'on ne voit rien venir. Hein. Ces belles promesses restent des belles promesses. La question dans tout ça qui me touche le plus, mais je partage l'opinion de tout le monde sur l'école, qui est trop chère, par exemple, c'est la santé, parce que j'ai parlé avec beaucoup de soutien, de contact Reconquête depuis quelque temps. J'ai été frappée par la précarité de certains, notamment de retraités qui viennent au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, justement parce qu'ils ne peuvent plus se permettre de vivre décemment en France, qui se retrouvent bloqués ici dans des situations presque dramatiques, malades, sans moyens pour repartir en France se faire soigner, par exemple. Honnêtement, je trouve que la France, si généreuse avec les migrants qui, au bout de 3 mois, ont l'accès à la santé gratuitement, qui touchent un RSA, les mineurs isolés, qui ne sont ni mineurs ni isolés parfois, sont pris en charge. On laisse dans le besoin
des Français qui ont des problèmes de santé et qui ne sont pas en mesure de rentrer en France pour se soigner. Je trouve ça absolument scandaleux. C'est la thématique sur laquelle je veux réagir, mais il y en a plein d'autres. En général, le sentiment d'abandon des Français de l'étranger n'est pas nouveau et n'étonnera personne. On a écoulé le Voilà. temps imparti. La question qu'on souhaitait vous poser, qui est d'ordre plutôt politique. Le score d'Éric Zemmour a été pour les présidentielles, qui est très en deçà de ce que les commentateurs avaient anticipé au niveau national. Comment convaincre massivement les électeurs de la 9e circo, pour laquelle on estime que les binationaux se représentent entre 70 et 80% de la population? Ouais, c'est une excellente question, d'autant que on aurait tort de considérer que Reconquête se bat contre les binationaux. Les Français sont français tant qu'ils veulent l'être, et ils sont les bienvenus. Nous distinguons les Français qui aiment leur pays des Français de papier, qui rejoignent la France pour des raisons de convenance, visa, carte vitale. Vraiment, cette accusation de racisme qu'on nous fait est tout à fait injuste. Nous voulons travailler avec tous les Français. Et ce qui vous étonnera, c'est que ma suppléante est d'origine ivoirienne et que mon directeur de campagne a un père tunisien. Je sais que le racisme est l'argument typique qu'on nous sort, mais non, nous voulons travailler avec tout le monde. Nous voulons travailler avec tous les gens qui veulent que la France reste la France, parce que c'est un grand pays, parce que nous sommes fiers de ses valeurs, de sa culture et notamment de sa laïcité qu'il faut maintenir alors que nous sommes confrontés constamment à des provocations des communautaristes qui deviennent intolérables. Si vous vous étonnez de la montée de l'islamophobie, il va peut-être falloir vous interroger sur l'attitude des gens qui vivent chez nous et ne nous respectent pas. Voilà. Merci Nathalie Amiot. Je vous en prie. Nous allons passer au candidat suivant, Jean-Claude Fontanive, le mouvement Agissons Ensemble. Bonjour Jean-Claude Fontanive. Bonjour à tous, merci. Merci à vous. Donc, vous avez 3 minutes pour vous présenter et parler de votre candidature. On va essayer de tenir les délais. En tout cas, merci infiniment. Alors, très rapidement, j'ai plus de 60 ans. Je suis né à Casablanca au Maroc et je suis allé jusqu'en terminale au lycée Lyoté. D'ailleurs, on a fêté le 100e anniversaire très récemment, la semaine dernière. Quel est, je dirais, mon parcours? Mon parcours, c'est d'abord dans les affaires, en particulier dans les relations économiques internationales. Et je suis en géopolitique et ce qu'on appelle effectivement la stratégie d'influence dans les pays de ce que j'appellerais de la Grande Méditerranée, c'est-à-dire de tous les pays du sud de la Méditerranée et en relation avec le sud-sud, c'est-à-dire tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a développé un concept des pays de la Grande Méditerranée et de l'Afrique de l'Ouest que j'appelle effectivement la Grande Méditerranée. C'est probablement aujourd'hui, et ça a été évoqué tout à l'heure de manière forte, c'est que finalement, dans le cadre actuel, on est sur un territoire des nouvelles grandes mutations et transformations du XXIe siècle. Et si on n'en prend pas garde, on est vraiment sur cette trajectoire, je dirais, de transformation et de disruptive et de changement de paradigme. J'ai, au-delà de mes activités d'entrepreneur, j'ai également une chaire à l'IPAC Business School sur la transition énergétique et changement climatique, qui me permet d'avoir partagé un certain nombre de grands problèmes que notre circonscription, celle effectivement de ces nombreux pays, vont avoir et va impacter l'ensemble de la population, que ce soit les Français de l'étranger et d'ailleurs tous ceux qui habitent sur ces circonscriptions-là. Et là, il y a des grands enjeux extrêmement importants sur ces évolutions et sur ces grandes trajectoires. Dernier point qui me semble être, je travaille sur les entreprises, je travaille beaucoup sur l'intégration et la recherche participative sur l'entreprise inclusive. Je crois beaucoup que sur les territoires sur lesquels on est, il y a un véritable changement de paradigme sur comment réimplanter effectivement des entreprises à vocation inclusive qui permettent d'avoir une évolution à la fois sociale, économique et avec tous les grands enjeux. Alors mon parti, enfin le parti que j'ai créé avec Stéphanie Rivoal, nous avons créé ensemble Agissons, un programme très pragmatique qui est d'abord Stéphanie Rivoal,
Elle était administratrice d'entreprise, ancienne présidente d'Action contre la faim et ancienne ambassadrice de France et surtout, là où je l'ai connue, j'ai beaucoup travaillé avec elle, elle était secrétaire générale du sommet Afrique-France de 2020, qui d'ailleurs n'a pas eu lieu à cause effectivement du début du Covid et qui a été annulé et qui a été repris après dans une version moins grandiose et beaucoup plus compliquée sur Montpellier avec les chefs d'entreprise. Donc nous, on est effectivement un mouvement de réflexion, de programme pragmatique sur lequel on a fait travailler sur tous les aspects économiques, sociaux, environnementaux et pour aller voir l'ensemble de notre programme développé sur plus d'une cinquantaine de propositions. Qu'est-ce que doit être l'État? Que doivent être les relations internationales? Et comment vivre ensemble? Et c'est surtout les liens, comment retrouver du lien de manière pragmatique et intelligente entre les citoyens, quels qu'ils soient. Merci, M. Fontanive. Alors, on a une plateforme, et ça, ce qui me paraissait tout à fait important, la difficulté. Monsieur Fontanive, s'il vous plaît, les 3 minutes sont écoulées malheureusement. Quelle est la thématique que vous avez choisie parmi les différentes thématiques proposées? Ce qui me semble être fondamental aujourd'hui, c'est la thématique, je crois que ça a été déjà pris là précédemment, ce sont les affaires internationales et tout ce qui va se passer entre le Nord-Sud, Sud-Nord et Sud-Sud. Aujourd'hui, enfin, on peut dire que les 5 dernières années n'ont pas été très brillantes dans le cadre finalement de relations internationales entre la France et l'étranger, en particulier sur l'Afrique. On a vu les difficultés, on a vu les problématiques, et on n'a pas réussi à résoudre l'ensemble de ces problèmes, et ça va s'aggraver, au niveau politique et relations politiques, tant au niveau également des relations économiques, puisque nous savons effectivement que la France perd des parts de marché systématiques par rapport à d'autres concurrents sur le continent africain. Et le nouveau rapport qu'il peut y avoir dans les changements, je dirais, très importants qui ont lieu aujourd'hui dans le changement géopolitique mondial, la place aujourd'hui que doit avoir la France par rapport effectivement au sud, c'est-à-dire la rive sud de la Méditerranée, en particulier sur nos circonscriptions, que ce soit d'ailleurs la 9e et la 10e. Ce qui est dingue, c'est que depuis, j'ai plus de 60 ans, on entend tous les jours politiquement, on va faire un grand programme effectivement pour l'Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est vraiment toutes les grandes ambitions. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe jamais rien. L'aide au développement, elle est vraiment, enfin, on parle de l'aide, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment un véritable tsunami d'investissement pragmatique et réciproque, c'est-à-dire à valeur ajoutée partagée. On ne peut plus continuer une politique internationale en faisant croire qu'on fait alors qu'on ne fait pas. Donc, de manière très pratique, c'est de mettre en place une relation, des relations, ce que j'appellerais les horizons africains, c'est surtout de sortir de l'aide et entrer dans un partenariat vulgairement, quand on dit gagnant-gagnant, mais c'est plus que ça, c'est-à-dire d'une implication, et surtout d'utiliser, effectivement, d'impliquer l'ensemble des Français de l'étranger, qui sont effectivement à double titre, des personnalités qui peuvent à la fois porter la voix de la France et surtout de s'intégrer dans un tissu économique, social, intégrant l'ensemble des disparités et l'ensemble des valeurs de nos concitoyens. C'est le vivre ensemble et c'est comment financièrement et socialement et écologiquement, parce qu'il y a un grand projet qui peut être fait par rapport à ça. En particulier, moi je pense beaucoup à 2 choses, c'est l'Erasmus du bassin méditerranéen. L'Erasmus du bassin méditerranéen, c'est de dire comment on peut faire la libre circulation des personnes sur le sujet. Et enfin, utiliser la mer, c'est-à-dire la grande bleue. Nous sommes arrivés à 2 minutes. Par rapport à ça. Merci, Monsieur Fontanive. Nous avons dépassé les 2 minutes. Je vais vous poser, Monsieur Fontanive. Oui, je suis là. Voilà, nous avons dépassé les 2 minutes. Je vais passer à la question. Alors, vous avez beaucoup mis l'accent on vous a entendu sur les passerelles nord-sud, sud-sud et la francophonie. Il n'y a que peu de propositions concrètes pour améliorer le quotidien de nos compatriotes installés en Afrique du Nord et de l'Ouest. Ce sont environ 350 postes qui ont été supprimés ces dernières années dans les consulats, notamment, et les systèmes informatiques de prise de rendez-vous et des standards téléphoniques sont souvent injoignables. Alors, les visites des services sociaux aussi se réduisent chaque année. Comment comptez-vous améliorer la qualité du service public vis-à-vis des Français de cette circonscription et à quel groupe parlementaire seriez-vous rattaché si vous deveniez député de la circonscription? À vous la parole, Monsieur Fontanive. Alors, d'abord, c'est un scandale de ne pas avoir effectivement qu'un Français de l'étranger n'ait pas au moins les mêmes droits que les Français sur le continent, c'est-à-dire en France. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, puisque ce sont des Français de l'étranger, on devait leur donner un bonus supplémentaire
c'est inadmissible. D'ailleurs, on le voit, on est en train de faire exploser le ministère des Affaires étrangères. On va pouvoir probablement nommer très prochainement chaque ambassadeur, je dirais, sorte de copinage, et non plus en termes de compétences. Ça, c'est le président. En fait, on s'américanise. Et ça, c'est vraiment, je me bats par rapport à ça, pour dire que finalement, il faut retrouver un service public efficient, je dis bien efficient, diminuer de manière drastique les délais et d'être responsable. C'est-à-dire que quand on dit que c'est en une semaine, on doit être une semaine. On ne peut plus accepter le fait, effectivement, que le service public puisse être vraiment complètement explosé. Donc ça, c'est un point qui est important. Le minimum, je dis bien, c'est de remettre à niveau l'ensemble de toutes les procédures et les affectations permettant une efficience complète par rapport aux citoyens qui sont de l'autre rive de la Méditerranée. Un minimum, c'est l'égalité qu'il peut y avoir dans la continuité territoriale, c'est-à-dire des Français avec les Français de l'étranger. Merci, Monsieur Fontanive. Nous allons passer donc au candidat suivant sur la liste qui avait été donnée. Alors, normalement, c'est Monsieur David Azoulay, mais je crois qu'il était avec nous au départ, mais il me semble qu'il a eu des problèmes de connexion. Monsieur David Azoulay, sans étiquette. Donc, nous allons passer à la candidate suivante. C'est Samira Herbal, les écologistes avec la majorité présidentielle. Bonjour, Madame Herbal. Alors, est-ce qu'elle est là, Madame Herbal? Je crois que oui. Est-ce que Madame Herbal peut nous faire permettre de parler? Voilà, Madame Herbal, vous pouvez parler normalement. Bonjour, Madame Herbal. Bonjour, est-ce que vous m'entendez là? Parfaitement. Ouais. Ah, d'accord. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus la vidéo, c'est ça? Ou c'est normal? En fait, là, je vous ai donné une autorisation que vous avez refusée. Ah, je viens juste de la voir. Voilà. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Est-ce que c'est bon pour la vidéo, Madame Herbal? Non? Oui, on vous entend plus. Voilà, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous voit pas. Je suis désolée, c'est un peu laborieux. Non, ça va. Alors, vous avez 3 minutes pour vous présenter votre programme. Allez-y, à vous la parole. D'accord, écoutez, bonjour à toutes et à tous ici présents et puis les participants. Je vous remercie déjà pour l'organisation de ce débat, Monsieur Arnouf et Monsieur Ezouak, je ne veux pas écorcher les noms. Donc voilà, donc je suis Samira Herbal, je suis candidate pour l'UCE. J'ai été investie par l'UCE, qui est un parti qui est de la majorité présidentielle, qui fait partie de la majorité présidentielle. Je suis donc une mère de famille, engagée dans la politique récemment, très engagée dans le tissu associatif. Je suis née en Algérie, à Oran. J'y ai habité quelque temps. J'ai aussi habité en Allemagne, donc je connais la problématique des Français à l'étranger. J'ai des membres de ma famille également qui vivent dans d'autres circonscriptions que celle de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Donc les problématiques, je les connais. Donc, mais en termes de programme, je souhaite m'investir dans toutes les questions qui ont lien avec les carences du service public, d'une part, mais également pour toutes les questions qui sont en lien avec les aspects sociaux que les Français de l'étranger rencontrent, la question de la retraite, la question de la scolarité des enfants, et également, et pas des moindres, aussi la question qui concerne l'implantation des entreprises françaises au sein de la 9e circonscription. Voilà pour ce qui concerne mes objectifs. Les Français de l'étranger sont effectivement, je dirais, d'une certaine manière délaissés de par la qualité du service public. Le service public, lorsqu'on regarde le budget, le programme 151, on se rend compte que le nombre de personnel, surtout dédié à l'accueil du public, est en baisse. Et il est en baisse constamment. Le budget lui-même est en baisse de 3% par rapport à celui de l'année dernière. Vous avez 849 personnes dédiées simplement à travers le monde, il ne faut pas l'oublier, pour les demandes de visa. Vous avez pour une moyenne, on va dire, de 750 Français de l'étranger, vous avez
une seule personne qui est dédiée à l'accueil du public. Lorsque l'on se connecte sur les sites internet pour avoir de l'information et puis pour prendre rendez-vous, tous les Français de l'étranger vous le diront, c'est extrêmement difficile. Les délais, les dates de rendez-vous sont extrêmement loin. Donc, mon objectif est d'influencer, d'initier un renversement au niveau de l'Assemblée nationale pour favoriser tous ces accueils, pour favoriser l'accueil des Français de l'étranger dans tous les postes consulaires ou les agences consulaires. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a aussi tout ce qui concerne également l'accueil des enfants dans les... Alors, Madame Herbal, nous sommes arrivés à la fin du temps imparti. Est-ce que vous pouvez... Quelle est la thématique que vous avez choisie? Alors, ce sont les services publics. Ce sont les services publics dédiés, voilà, donc je continue sur ma lancée. Allez. Effectivement, je suis désolée si c'était pas... je pensais que j'étais déjà dans les 3 minutes que j'avais dépassées. Donc oui, effectivement, il faut offrir aux Français de l'étranger un service de qualité. On ne peut pas continuer à laisser les Français de l'étranger, les expatriés, on ne peut pas les délaisser et les laisser livrer à eux-mêmes dans des pays où ils ont besoin d'avoir, pour différentes raisons, accès aux services publics qui sont les leurs, c'est-à-dire dans les ambassades, dans les consulats, etc., ou dans les écoles. Donc ça, ou aussi pour les questions fiscales, quand on regarde aussi alors du coup, je vais un peu transgresser, mais lorsque l'on voit les charges qui sont les leurs au niveau social, elles sont extrêmement importantes pour un budget qui tous les Français qui vivent dans les circonscriptions, tous les Français de l'étranger, ne sont pas des gens qui touchent des salaires mirobolants. Du coup, ça leur donne des postes de dépenses, ne serait-ce que pour les questions sociales, qui sont importantes. Donc, tous ces problèmes-là, je souhaite les aborder également à l'Assemblée nationale, de manière à initier un changement. Alors, il ne se fera sûrement pas tout de suite, ça j'en suis convaincue, mais à force de batailler, moi je m'engage totalement à faire en sorte que l'on repense tous les aspects sociaux, que ce soit pour la retraite, la sécurité sociale, les taux de cotisation. On le voit avec l'augmentation du taux de cotisation retraite pour les fonctionnaires qui a augmenté de 16% du jour au lendemain. Et c'est extrêmement préjudiciable pour la qualité des fonctionnaires qu'on pourrait avoir et l'engouement pour les fonctionnaires pour aller dans les pays, servir les Français de l'étranger. Je vais y arriver. La question qu'on avait prévu de vous poser, justement, portait sur les services publics, mais plus précisément, la question c'était, dans un contexte où il n'y a que 11 députés des Français de l'étranger, comment comptez-vous et quelle méthode allez-vous adopter pour faire en sorte que ces réformes soient faites? Est-ce que vous pensez sérieusement pouvoir être entendu et pouvoir faire adhérer les 577, j'exagère, mais enfin 576 collègues sur les projets que vous porterez? Quelle méthode vous allez retenir pour essayer de changer les choses? Pour changer les choses, il faut déjà être très présent lors des débats budgétaires. Déjà, le fer de lance, la question vraiment la plus importante, c'est de se faire entendre lors des débats budgétaires qui ont lieu. Voilà, les négociations en début d'année, etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les programmes, les montants pour les budgets sont négociés toute l'année. Donc, il faut être présent à tous les niveaux, à toutes les étapes, pour pouvoir négocier pour obtenir des budgets conséquents dédiés, non plus en baisse, mais aller vers l'augmentation, que ce soit pour le personnel, que ce soit pour les programmes éducatifs, etc. Il faut vraiment négocier à ce niveau-là. Je ne pense pas que les autres, les autres députés ne soient pas enclins à aussi prendre en compte la situation des Français qui se trouvent à l'étranger.
des tables rondes, des discussions seront menées justement pour les sensibiliser, pour ceux qui ne le sont pas, hein, parce qu'effectivement, quand on est loin, très souvent on dit loin des yeux, loin du cœur, mais c'est également à la charge du député qui est le représentant des citoyens qui se trouvent à l'étranger. C'est au député d'aller et de défendre les citoyens qui ont voté pour lui ou pour elle, tout simplement. Merci, Madame Samira Herbal. Donc, nous allons passer au candidat suivant, Monsieur Sébastien Périmoni. Oui, vous m'entendez bien? Très bien, merci d'être avec nous. D'ailleurs, vous avez été l'un des premiers connectés, le premier connecté. Donc, merci d'avoir patienté. Nous sommes toujours en avance. Nous sommes déjà à un peu plus d'une heure de débat et on essaye effectivement de tenir le tempo, de tenir le rythme. Donc, merci de respecter le temps imparti. Eh bien, donc, tout de suite, donc, Sébastien Périmoni, alors je rappelle, vous êtes du parti Solidarité et Progrès. Représenté par Jacques Cheminade. Et bien, présentez-vous et présentez votre programme pour ces législatives. À vous. Voilà, donc bonjour à tous. Je suis Sébastien Périmoni. Je suis candidat du mouvement La Raison du Peuple, qui est un regroupement de différents partis politiques et citoyens issus de différents mouvements. Alors, j'ai un peu de chance dans cette élection, puisqu'on peut dire que ma candidature est unique, puisque j'ai lu les circulaires des autres candidats et tous ont plus ou moins le même programme. On vient de l'entendre d'ailleurs. Tous répètent peu ou prou la même chose. En un mot, on va régler tous vos problèmes. Je résume, vous êtes des citoyens de seconde zone, nous allons donner à tous un accès à l'école, réduire les frais de scolarité, réduire la fiscalité, faciliter la création d'entreprises, augmenter les effectifs des services consulaires, faciliter les démarches administratives et l'accès aux services publics. Bon, c'est ce que moi j'appelle la politique de perlimpinpin. Quand on veut être élu de la nation, il ne faut pas prendre les électeurs pour des imbéciles. Et on ne change pas un système qui s'effondre de l'intérieur. J'ai donc pris le parti d'avoir une approche radicalement opposée aux autres candidats, c'est-à-dire de prendre le problème par le haut. Il faut commencer par dire la vérité. Nous sommes au bord d'une crise financière et d'une crise stratégique qui est sans précédent, avec une dynamique hyper-inflationniste et un danger de guerre. Être élu de la nation, c'est défendre les intérêts des Français, où qu'ils soient, en partant de la réalité. C'est pour ça que je propose avant tout de reprendre le contrôle de notre économie, en faisant passer une loi de séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires afin de protéger l'épargne de nos citoyens face à la spéculation. Il n'y a pas d'argent magique pour résoudre les problèmes des Français de l'étranger, mais la Banque centrale européenne peut créer 3 000 milliards pour enflouer des banques en faillite. Deuxième point, renationaliser la Banque de France pour remettre en place une politique de crédit public et rediriger l'argent vers l'école, le laboratoire, l'hôpital, la recherche, et les grands projets industriels ici en France ou avec nos partenaires en Afrique. Je le répète, tout cela n'est pas possible dans le système actuel d'une économie libérale qui privatise et brade tout. Ceux qui vous disent le contraire sont soit incompétents, soit des menteurs. 11 des pays de la circonscription sont classés parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète selon le rapport de l'ONU. Comment alors parler de sérénité des Français de l'étranger quand on sait qu'ils vivent au milieu de cette misère ? C'est pourquoi je propose de mobiliser tout le génie français dans cette région pour lancer une grande politique de développement mutuel. 2 exemples, simplement, le transport et l'agriculture, 2 domaines où la France excelle. Je propose que la France participe à la réalisation du programme de l'Union africaine pour la région, à savoir relier toutes les capitales entre elles par des trains à grande vitesse, le projet Africa Rail, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les trottinettes à Paris vont plus vite que le train entre Abidjan et Ouagadougou, ce qui est un scandale. On a fait le TGV au Maroc, par exemple, qui a été un grand succès. On peut le faire dans les autres pays, ce qui facilitera aussi bien la vie des Français de l'étranger que des Africains. Et c'est ça, pour moi, la politique gagnant-gagnant. Dans l'agriculture, je propose un projet pour faire du C'est ça, pour moi, voir l'Afrique et la France avec les yeux du futur. Et le rôle et les compétences des Français de l'étranger sera essentiel pour réussir ce pari. Merci, merci Monsieur Sébastien Périmoni. Quelle thématique avez-vous choisi? Alors moi, je suis d'accord avec 2 des intervenants précédents. Je pense que c'est les relations internationales qui sont la question fondamentale. Le président du Programme alimentaire mondial, David Beasley,
a dit que l'on s'attend à des famines de dimension biblique si rien n'est fait. Je ne fais que le citer, il sait de quoi il parle. D'où mon programme pour doubler la production alimentaire dans la région avec l'aide des Français de l'étranger, de le lac Fagibine. La Libye, on sait, avait remis ce projet à jour en 2008 sous le nom de Malibia, mais nous connaissons malheureusement la suite de l'histoire. La France a créé les conditions pour l'assassinat du président libyen et a engendré une vague de terrorisme sans précédent dans toute la région qui coûte 2 milliards par an aux contribuables français avec des résultats plus que mitigés. Il faut donc, pour moi, réorganiser le système financier et monétaire international, organiser une grande conférence comme à Bretton Woods, il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, pour mettre fin à cette économie casino, fin aux politiques d'ajustement structurel du FMI et pour 6 pays de la 9e circonscription, mettre fin à la curatelle que représente le franc CFA, qui est l'un des piliers de la France-Afrique. Donc, je propose aujourd'hui de créer une nouvelle architecture de développement et de sécurité pour la région. On l'a vu, la Chine propose ses routes de la soie, des partenariats gagnant-gagnant. Le dernier forum sino-africain, par exemple, a même eu lieu à Dakar. Et je propose que la France rejoigne cette dynamique. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que la Caisse des dépôts et consignations française a créé un fonds d'investissement franco-chinois en pays tiers. Alors, ce fonds aujourd'hui est dépourvu de moyens, mais je propose de le doter de 50 milliards pour les 10 prochaines années pour redynamiser justement la présence des Français à l'étranger autour de grands projets. Enfin, Merci Sébastien Perimoni. Le temps imparti est écoulé. Je vais passer à la question. Vous militez donc dans le parti de Jacques Cheminade depuis 2003 et vous avez présenté votre candidature déjà 2 fois en France. D'ailleurs, vous êtes installé en France. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi vous êtes impliqué dans les problématiques que rencontrent les Français établis en Afrique du Nord et de l'Ouest? Si vous accédez à la députation, quel sera le groupe parlementaire que vous rejoindrez éventuellement? Merci. Donc, en fait, j'ai été porte-parole, en effet, de Jacques Cheminade lors de 2 campagnes présidentielles et en 2017, en particulier sur les relations avec l'Afrique. Et je suis aussi représentant du bureau Afrique de l'Institut Schiller, qui est un institut international qui se bat justement dans la tradition des pays non alignés pour changer le système économique mondial. Et à ce titre, je suis souvent en Afrique. Un seul exemple, j'ai organisé l'an dernier une conférence à Abidjan, à l'université d'Abidjan, pour parler des technologies spatiales. Parce qu'il y a 2 secteurs très importants dans lesquels les Français de l'étranger peuvent apporter leur contribution. C'est le spatial et le nucléaire civil, 2 domaines dans lesquels les pays africains sont en train de s'engager. Et j'ai pu faire venir Maram Kéré, un grand astronome du Sénégal, Dr Marie Korsaga, qui est la première femme astrophysicienne de toute l'Afrique de l'Ouest, donc de mobiliser ces personnes pour former les jeunes à voir justement comment les politiques spatiales, le nucléaire, la réforme de l'agriculture, on peut mobiliser les Français de l'étranger, mobiliser les Africains pour justement mobiliser ce nouveau partenariat. Donc après, pour le groupe parlementaire, tout dépendra des résultats des élections. Ce qui est sûr, c'est que je ne rejoindrai pas le groupe parlementaire de la majorité présidentielle actuelle qui a fait une politique totalement arrogante vis-à-vis de l'Afrique ces dernières années. Donc après, on verra sur des projets spécifiques de rejoindre ou pas certains groupes parlementaires pour défendre des idées spécifiques. En tout cas, à ce jour, je ne rejoindrai aucun groupe parlementaire officiel. Merci, c'est très clair. Merci Sébastien Perimoni. Candidat suivant. On va passer à Monsieur Azoulay, que j'avais un peu de mal à identifier. Je vais réactiver le son pour Monsieur Azoulay. Alors, il n'a pas son nom sur le compte, sur la vidéo. C'est utilisateur, mais c'est Monsieur David Azoulay. David, vous pouvez activer votre caméra si vous le souhaitez. Et entamer. Voilà. Bonjour David, merci d'être avec nous. Donc, première séquence de 3 minutes pour se présenter votre projet vous-même. Merci. Bonsoir Arnaud, bonsoir Nicolas, bonsoir Mohamed. Merci d'avoir organisé ce débat. J'en profite pour saluer tous mes concurrents. Je suis effectivement David Azoulay, je suis un entrepreneur franco-marocain et je suis né à Essaouira, au Maroc. Et cette circonscription, moi je l'ai dans mes racines. C'est ici que se sont construits mes engagements associatifs au service de l'humanisme et du dialogue interculturel. Je sillonne la circonscription depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, et je rencontre beaucoup de mes compatriotes qui me font réfléchir
depuis longtemps aux moyens de résoudre les inégalités auxquelles font face les Français de la circonscription. J'ai identifié 4 sujets prioritaires qui sont les piliers de mon programme, qui sont bien sûr l'éducation, la santé, la fiscalité et la solution dépend l'apaisement des Français d'Afrique dans leur vie quotidienne et la possibilité pour eux d'envisager sereinement des projets de vie à court terme et à long terme. C'est parce que j'ai aujourd'hui les clés de compréhension et les solutions concrètes que je choisis de me porter candidat. J'exerce des activités entre l'Afrique et l'Europe, ce qui me permet de connaître parfaitement les enjeux liés à l'entrepreneuriat des Français d'Afrique. Je veux mettre mon réseau personnel et professionnel au service des concitoyens de la circonscription. Mon travail de député reposera sur 2 exigences fondamentales, l'écoute et la proposition. L'écoute, c'est sillonner la circonscription, 5 ans durant, pour entendre et faire remonter les préoccupations des Français. La proposition, c'est d'être capable à l'Assemblée nationale, par un travail permanent, d'être force de proposition sur les sujets quotidiens et fondamentaux de la circonscription. Et j'en ai cerné 4. Les institutions, parce que je pense qu'il faut donner davantage de poids à la démocratie locale, s'exprimant à l'Assemblée des Français de l'étranger. Le réchauffement climatique, car nous devons alerter sur les pénuries en eau et les sécheresses vécues dans la circonscription, et ainsi soutenir les programmes de transition écologique des pays du territoire. L'égalité, femmes-hommes. Je veux notamment m'engager pour la diplomatie féministe, dont le principe est de conditionner l'aide au développement de la France au respect de nos valeurs égalitaires. 3 minutes. Enfin, je pense beaucoup à la jeunesse et je veux la représenter autour de la francophonie. Merci, Monsieur Azoulay. La thématique choisie. La thématique que vous aviez choisie, s'il vous plaît, et 2 minutes pour s'exprimer. Alors, j'aurais volontiers choisi toutes, j'aurais bien voulu les traiter toutes, mais comme ce n'est pas possible, et je vais n'en prendre aucune. Je vais plutôt parler d'une méthode de travail, parce qu'elle vaudra pour toutes les thématiques que vous avez citées. Moi, je voudrais, dans un premier temps, consulter tous les élus des Français de l'étranger pour qu'ils me remontent l'ensemble des problèmes qu'ils veulent voir traités sur les questions de santé, de fiscalité, d'éducation, etc. Une fois ordonné et hiérarchisé, j'établirai un programme d'action pour ces thèmes-là que je soumettrai aux 10 autres députés des circonscriptions des Français de l'étranger. Ceci aboutira à une proposition de groupe de travail commun pour résoudre les problèmes communs à tous les Français de l'étranger, car cette méthode de travail pourra se décliner sur tous les sujets majeurs comme l'éducation, la fiscalité et l'administratif. Ce groupe de travail commun a du sens parce qu'on n'est jamais aussi fort qu'à plusieurs et que l'union fait la force. Merci, Monsieur Azoulay. Ah, voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, vous avez encore je vous 30 secondes. Vous avez terminé ou vous voulez finir? J'ai terminé. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Azoulay. Une partie de la vidéo était mal cadrée, puisque soit vous êtes trop grand, soit la caméra était cadrée un peu trop bas, mais on a entendu en tout cas votre message. Merci beaucoup. Alors, la candidate suivante… Non, on a une question à poser. Ah oui, pardon, oui, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Monsieur Azoulay, on va plus parler de politique internationale. La question, c'est des questions d'internautes, pour être bien précis. Comment maintenir une présence française et surtout européenne significative en Afrique, orientée vers un vrai développement du continent face à la Chine et à la Russie? Dans ce contexte, quelle place pour les alliances françaises et les instituts culturels? Et puis, alors, il y a la question qui malheureusement, politiquement, on doit vous la poser.
Dans vos communications, vous indiquez clairement que vous êtes engagé avec la majorité présidentielle. Oui. Qu'en est-il? Ben, écoutez, moi, c'est simple. Je souscris à la politique de la majorité présidentielle, mais je suis un candidat indépendant, et ce qui va me donner toute la flexibilité de participer à cette politique selon qu'elle sera bonne ou moins bonne pour mes concitoyens. Voilà. Je pense que si je suis élu, je rejoindrai le groupe de M. Rebsamen, qui est un petit parti satellite de la majorité. Voilà, ce qui me permettra d'en être tout en gardant mon indépendance. Voilà. Très bien. Quant à la question des enjeux internationaux, je vous avoue que j'aurais besoin de la travailler pour y répondre. Elle me paraît assez complexe et que je n'ai pas une réponse précise à fournir à cet instant. OK. Merci, Monsieur Azoulay. La candidate suivante dans l'ordre préétabli est Naïma Mfadel, mais elle était avec nous au début de ce webinaire, mais je crois qu'elle a eu un problème de connexion. On ne la voit pas parmi les connectés. Donc, malheureusement, nous allons devoir passer à la candidate suivante dans la liste, Émilie Marchès. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Bonjour, Émilie Marchès. Peut-être voir si le son n'est pas activé. Voilà. Voilà. Hop. Clic. Voilà, normalement, vous pouvez... voilà. Bonjour, Émilie Marchès, ou bonsoir. Bonsoir, Émilie Marchès-Souzitane. Merci à vous. Merci à Nicolas Arnault et Mohamed Ezouag pour cet échange qui nous permet aussi de nous rencontrer entre candidats, d'une part, et puis d'écouter un peu quelles sont les sensibilités politiques, même si certains ne les assument pas vraiment, ou en tout cas ne veulent pas sortir et s'identifier sur l'échiquier politique. C'est juste, je vous interromps, si vous pouviez activer votre vidéo, sauf si ce n'est pas possible, bien sûr. Ah, alors attends, si, avec plaisir, mais je n'ai pas eu... Ah oui, je vous prie de m'excuser. Merci. Ok. Oui, ça serait quand même plus sympa. Je vous prie de m'excuser, je pensais que c'était fait. Donc, je suis dans la vie, je suis chargée de communication et d'animation scientifique dans la direction de la recherche à l'Université de Bordeaux, d'ailleurs où il y a beaucoup de bacheliers de cette circonscription qui viennent étudier, puisque c'est de fait l'académie de nos jeunes bacheliers français et étrangers d'ailleurs. Je suis une militante politique et associative. Je suis engagée depuis 30 ans dans les associations de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme, et je suis adhérente du Parti des radicaux de gauche depuis 30 ans aussi. Pour tout vous dire, je suis une femme de gauche. Je me présente pour la Fédération de la gauche républicaine qui compte 5 partis. Donc, c'est une fédération avec plusieurs partis qui, justement, travaillent sur des programmes à proposer. Et donc, l'idée, c'est puisqu'avant qu'on me le demande, ce sera de me monter un groupe au sein de l'Assemblée si nous avons plusieurs élus de la Fédération de la gauche républicaine. Pour tout vous dire, je suis dans la vie élue à la politique de la ville dans la deuxième ville de Gironde, qui est la ville de Mérignac. Je suis une élue de terrain parce que la politique de la ville, c'est avant tout du terrain et un maillage aussi avec les collectivités, les associations et les associations, les collectivités et bien sûr les habitants. Pour donner un peu de sens à ma candidature, j'ai cheminé et je pense que finalement, être élu de la nation, puisque c'est cela, être député, c'est participer aussi à l'Assemblée nationale, aux débats qui ont été largement confisqués durant ce dernier quinquennat, puisqu'il y avait une majorité très forte, très écrasante, qui a complètement, je dirais, siphonné, en tout cas,
fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de débats avec une opposition très affaiblie. Pourquoi je me présente sur cette circonscription? Bien, tout d'abord parce que j'ai vécu au Maroc. Je suis partie dans les fins des années 90 vivre au Maroc, m'y marier. Donc, bien sûr, j'y ai des attaches très familiales. Et puis, j'ai des combats associatifs. L'idée, pour moi, c'est de continuer bien finalement à une échelle peut-être plus nationale, avec un mandat national aussi, puisque je le fais avec mon mandat local, c'est-à-dire monter des passerelles entre les jeunes des quartiers et les jeunes et sur des projets de coopération avec les jeunes des pays de la circonscription, Alors en justement, particulier le Sénégal et le Maroc. alors justement, quelle thématique avez-vous choisi et que vous souhaiteriez développer? Alors, ce n'est pas très original parce que j'ai l'impression que tout le monde est attaché à l'éducation, mais je vais essayer de faire un peu plus, peut-être d'élargir le spectre pour que ce soit un peu moins ennuyeux pour les auditeurs. Bien, moi, je suis attachée à l'éducation et à la culture parce que je pense que c'est principalement le vecteur d'émancipation des futurs citoyens de demain. Et donc, ce qui me tient à cœur, c'est bien sûr de défendre cette particularité française aussi dans le monde, qui est nos instituts, bien sûr, mais surtout notre système de scolarité à l'étranger. Alors, bien sûr, l'école française à l'étranger n'est malheureusement pas accessible pour tous les jeunes Français. On parle souvent d'expatriés, mais il y a aussi des binationaux, il y a des gens qui ont des contrats locaux, il y a des gens qui souffrent socialement, il y a des couples mixtes. Enfin, moi, je vois que finalement, on parle toujours d'une seule catégorie, finalement la plus protégée aussi, hein, puisque quand on est expatrié, on a aussi tout un package et un accompagnement. Mais de l'autre côté, il y a les oubliés, ce qui permet aussi de sentir ce sentiment de relégation qu'ont souvent les Français en souffrance. Alors, c'est garantir l'accès, bien sûr, la gratuité, proscrire les différentes tarifications selon les établissements, faire revivre la mixité sociale, qui était aussi la particularité et la singularité de nos établissements à l'étranger. Bercy a pris le dessus avec des logiques comptables et on se rend compte que l'éducation nationale, le ministère des Affaires étrangères n'assure plus la charge liée au fonctionnement de ces établissements. Et ce n'est surtout pas aux familles de pallier cette situation. Merci. La coéducation aussi, plus de parents dans les CA de l'AEF. Des enseignants titulaires, là encore, on se rend compte, la grève, c'est quand même une particularité. Il y a eu un mouvement de grève. Merci Madame Marchès. Malheureusement, le temps est écoulé pour la deuxième partie. Alors, dernière partie, la troisième partie, c'est sur la question. Ça va être une question politique. Votre candidature sur l'étiquette de la gauche républicaine peut sembler être une candidature de dissidence par rapport à celle de Karim Bencher, qui se revendique représenter l'ensemble de la gauche sous l'étiquette NUPES. Alors, êtes-vous en opposition avec la NUPES et à quel groupe parlementaire vous rattacherez-vous si les électeurs vous désignent député de la 9e circonscription? Alors, d'une part, je ne suis pas opposée à la NUPES. C'est parce que notre fédération n'avait pas de candidat à la présidentielle. Donc, tout simplement, la NUPES ne nous a pas associés dans les discussions post-élection présidentielle. Et puis, finalement, je me dis que peut-être qu'il n'y a pas une gauche unique. Nous n'avons pas de gauche unique, nous avons une gauche unie. Et nous sommes aussi avec des particularités et nous serons, enfin, je l'espère, un bon réservoir de voix pour le deuxième tour pour la gauche. J'évoquais tout à l'heure le groupe parlementaire. Bien, l'idée, c'est d'avoir aussi un maximum d'élus au sein de notre fédération de la gauche républicaine et bien entendu d'avoir ce groupe-là. Autrement, il est évident que si nous n'avons pas assez d'élus pour former un groupe, nous rejoindrons les camps de la gauche parce que voilà, je l'assume complètement et j'ai la gauche chevillée au corps. Donc voilà, je pense que je suis une candidate complémentaire avec un regard aussi, avec des divergences. Et puis voilà, je pense que si on lit mon programme, il y a des similitudes effectivement, mais je ne suis pas une pâle copie. Je suis
une belle complémentarité. Merci. Merci infiniment. On va terminer avec Jean-Claude Martinez qui doit être avec nous. Peut-être le son. Que le son, voilà, réactiver le son. Monsieur Martinez, vous pouvez activer votre micro. Et votre caméra. Et votre caméra. S'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez là? Très bien, entend. parfaitement. Il y a plus Activez la caméra aussi. Comme ça, on va essayer d'avoir l'image avec le son. J'espère qu'elle va. Écoutez, s'il n'y a pas la caméra, c'est pas grave. L'essentiel. Oui, c'est bon, c'est parfait. On vous voit. On vous écoute. Première séquence de 3 minutes pour vous présenter. Alors, je voudrais remercier Mohamed Ezoua qui a dirigé ça avec beaucoup d'humanité. Vous-même, d'ailleurs, qui avez posé, à mon avis, la question clé. Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Vous l'avez posé tout à l'heure à David et puis surtout à Yabi Ladi qui nous permet d'avoir le support. Alors moi, je dirais avec le sourire que je suis le candidat du Magzen. Disons, j'ai été, en raison des fonctions que j'ai occupées au cabinet du ministre intérieur pendant 10 ans auprès de Sa Majesté, etc., puisque je suis arrivé en 1976, la marche verte, ce coup de génie fantastique venait de se terminer. Et donc, bon, le Maroc n'a plus de secret pour moi, mais notre 9e circonscription, ce n'est pas que le Maroc. Hein. Notre 9e circonscription, c'est à Annaba, en Algérie, c'est la Tunisie, etc. Et ça va jusqu'en Côte d'Ivoire. Je dirais qu'il y a des problèmes locaux, tous les candidats en ont parlé, l'éducation, la fiscalité, la santé, etc., etc. Mais il y a des problèmes nationaux. Alors moi, je dirais que je suis le candidat des solutions. En raison de l'expérience, moi j'étais 22 ans parlementaire. Et je suis candidat parce que j'ai peur et parce que j'ai une vision. Voilà. J'ai peur de ce qui est en train d'arriver à cause de la sécheresse en Inde, à cause de la sécheresse sur le Maroc, en Côte d'Ivoire, entre le nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, il y a une sécheresse plus de 60% des terres. Nous allons à une situation du type 2008-2011 avec des révoltes sociales, parce qu'il va y avoir une crise alimentaire extrêmement importante d'ici l'année prochaine. Et donc là, il faut une solution qui est ce que j'appelle une politique agricole méditerranéenne, parce que les candidats qui sont ici, à commencer par moi et nous tous, nous ne souffrirons pas de famine, ça c'est évident. Les Français de l'étranger arriveront à se débrouiller, il n'y a aucun problème, mais on va avoir des troubles sociaux parce qu'il va y avoir des problèmes. Même dans le Maroc, il y a eu cette politique fantastique, intelligente, Sa Majesté à 102, ce que Agnouche a fait avec le plan vert. Même le Maroc va avoir un problème à cause de la guerre en Tunisie, la sécheresse en Inde, l'hyperinflation mondiale, etc. Donc là, il y a un problème d'urgence à traiter. Parce que qui dit crise alimentaire dit troubles sociaux. Il y en a eu en 2008 sur le Sénégal, sur la Côte d'Ivoire, au Maroc. Il y en a eu en 2011 et on va à la même chose. Il faut donc amener les solutions. Ça, c'est ma grande crainte. Ma grande vision, si j'ose dire, j'ai appris ça auprès de Sa Majesté à 102, qui a eu le culot de poser sa candidature à l'Union européenne, et puis cette stratégie fantastique de la marche verte. Il faut penser grand. Et les problèmes fiscaux dont tous nos amis parlent, les problèmes économiques, David en parlait très bien, etc., tout cela doit se synthétiser par une communauté économique francophone. Si on ne va pas à une communauté économique francophone, l'équivalent de l'espace anglophone qui existe dans le monde, on va avoir des problèmes. Alors bien sûr, il y aura le sommet, la francophonie qui aura lieu à Djerba, au mois de novembre, il y aura les Jeux francophones qui auront lieu au mois d'août à Kinshasa, mais il faut franchir le pas, avoir l'audace de créer une union économique francophone, une union universitaire, des universités intégrées, un passeport pour les doctorants, créer, que ce soit à Abidjan, à Dakar, à Casablanca, des instituts de formation, d'investissement. On est déjà à 3 minutes. On a déjà plus de 3 minutes. Merci, Monsieur Martinez. Je voudrais juste faire une remarque, évidemment, par rapport au lapsus. Ce n'est pas la guerre en Tunisie. Je pense que vous vouliez dire la guerre en Ukraine. Oui, pardonnez-moi. Je rassure nos amis tunisiens. Il n'y a pas de guerre en Tunisie. Donc, la deuxième séquence de 2 minutes. Quelle thématique avez-vous choisi, Monsieur Martinez?
Eh bien, écoutez, je l'ai abordé, je les ai choisies toutes, Allez-y. qui sont dans la communauté économique francophone. C'est une idée d'ailleurs de Jacques Attali en 2014, c'est une idée de Alliot Marie dans son dernier bouquin, Voir loin. Si vous voulez, pour la fiscalité, tout à l'heure, David le disait, et c'est la question que vous posez, il faut une méthode. Et moi, je vous le dis, en député de 22 ans, la méthode, elle est simple. Ça s'appelle techniquement, pour les problèmes locaux, ça s'appelle un rapport d'information qu'on va obtenir en commission des finances. Moi, je le rédigerai moi-même, c'est pas un problème, voilà. Et une fois qu'on a ce rapport d'information sur les problèmes de la 9e circonscription, mais comme le dit David, des 11 autres circonscriptions, alors on a un instrument à la fois pour le cabinet de M. le maire, à la fois pour le président Macron. Je donne, vous le répétez à personne, je donne une information, comment parler à l'oreille du président Macron. Le président Macron dîne une fois par semaine à un restaurant, tout seul avec son épouse, à un restaurant La Rotonde. Et il suffit d'aller dîner à La Rotonde et de voir le patron Girard, et vous pouvez parler à l'oreille du président Macron. Alors, je le dis sur un mode ironique, comme m'a appris Sa Majesté à 102, mais quand vous avez un rapport d'information qui liste l'ensemble des problèmes et que vous amenez les solutions, alors là, vous avez un document de base à distribuer. Vous voyez, donc c'est bien tout ce que racontent nos collègues qui enfoncent des portes ouvertes en partie. Le problème, c'est d'amener des solutions. Voilà. Il faut une politique agricole méditerranéenne, une communauté économique francophone. Si on a ça, on aura franchi un grand pas. Voilà, encore une fois, merci, je ne vais pas abuser. Voilà. J'étais court. Merci, M. Martinez. La question, avant que nous concluions cet événement, la question, on a constaté à la lecture des différents documents que vous avez pu adresser que vous parlez beaucoup de sécurité dans votre communication, sécurité internationale, sécurité économique, sécurité alimentaire. La question est la suivante. Face à la dégradation sécuritaire au Sahel, en Afrique de l'Ouest en particulier, il y a une montée du sentiment anti-français. Quelles sont les actions que vous préconisez au gouvernement et que vous défendriez à l'Assemblée nationale pour assurer la sécurité des Français et nos intérêts nationaux? Mais écoutez, nos intérêts nationaux en face du rouleau compresseur de la zone anglophone, quand la Chine est là, quand la Turquie est là, quand maintenant nos amis israéliens sont là aussi avec leur usine de drones, etc. Si nous ne faisons pas la communauté économique, diplomatique, universitaire francophone, on nous mangera la laine sur le dos. Voilà. Il faut franchir maintenant, il faut avoir une audace au niveau de Sa Majesté à 102, il faut franchir le cap. La francophonie, c'est sympathique, mais il faut aller beaucoup plus loin. Une union économique, diplomatique, universitaire, francophone. Là, on assurera de la sécurité économique, la position de la France, le rayonnement de la France. Si on ne fait pas ça, eh bien, chers amis, à la prochaine élection, dans 5 ans, eh bien, on reparlera toujours des mêmes problèmes et on reparlera de l'effacement progressif dans notre pays parce qu'on n'aura pas pris la bonne mesure. Voilà. Monsieur Martinez, juste avant de... Pour le groupe auquel j'adhérerai, surtout pas de groupe. Surtout pas de groupe. Le groupe des non-inscrits et le groupe transversal qu'on appelle le groupe des députés compétents. C'est même pas 10% des députés dans toutes les assemblées où vous siégez. Parfait. Bah, écoutez, merci infiniment. Merci, on aura remarqué que vous êtes un grand admirateur du défunt roi Hassan II. Évidemment, c'était un géant, évidemment. Merci à vous. Et inconditionnel. Un petit mot de conclusion. D'abord, je vous remercie tous de bien avoir voulu participer. Je regrette que tous les candidats n'aient pu assister à la réunion. Je tiens à remercier Mohamed. Merci à toi aussi. Sans lui, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Je reste à disposition de tout le monde. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre Yabiladi également sur les réseaux sociaux. Nous allons donc essayer de retranscrire d'ailleurs ce webinaire en format article pour essayer d'avoir les points saillants de la discussion et en espérant que les différentes interventions auront permis de décanter et d'informer au mieux les électeurs pour ces législatives 2022. Voilà, et puis je mettrai à disposition prochainement sur les réseaux un lien vers le YouTube, puisque je vais mettre ça sur YouTube. Je pense que Yabiladi va faire la même chose de son côté.
Voilà, encore merci à tous. Bon courage, parce qu'on sait très bien qu'une élection, c'est jamais facile. Le vote électronique a commencé pour nos compatriotes qui nous écoutent. Ils peuvent se connecter sur le site du ministère des Affaires étrangères et procéder au vote. Très bon vote, très bonne campagne et merci à tout le monde. Merci, Au revoir. Au revoir, excellente soirée. Au revoir à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci.